Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons nous intéresser à cet ouvrage. La légende des cinq anneaux, les cours de Pierre, c'est le dernier supplément en date sorti en traduction française. Toujours donc chez Edge Studio. Alors bon, on est toujours sur la même qualité en termes d'illustration, en termes de finition de l'objet, toujours du très bel objet. Bon, il faut savoir que les suppléments sont pas... il y a un peu moins de 150 pages. Pour autant, ça reste assez dense. Alors, on va regarder ensemble ce qu'on trouve dans ce supplément. L'idée de ce supplément, c'est un peu de permettre aux maîtres de jeu et aux joueurs qui débutent dans cet univers-là et qui n'ont pas forcément les références des versions antérieures, de un peu mieux comprendre les enjeux politiques. Alors la thématique, c'est celle des forteresses impériales, et en même temps il y a tout un tas d'indications pour mettre en scène des intrigues, des complots, voilà. On commence donc avec un petit chapitre d'introduction, bienvenue à la cour, qui vous explique un petit peu comment en fait les choses se déroulent à la cour. Est-ce que ça sous-entend comme thématique de scénario? Puis on rentre directement dans le premier chapitre, qui est la grosse partie de l'ouvrage. On va nous parler des châteaux de Rokugan, toujours pléthore d'illustrations. J'ai l'impression que, dans mon souvenir de la V4, j'ai l'impression que la V5 il y a encore un peu plus de plans et d'illustrations que dans la V4. Alors on vous parle à chaque fois des habitants des châteaux, des postes, du rôle politique également qui est dévolu au fameux Kyuden. Importance de leur nom, les rôles des châteaux, vous avez des petites tables, des choses comme ça, les dojos, puis on a tout un passage sur la cour d'hiver, les lieux, invitations, préparatifs, les événements, etc., etc. On vous rappelle que tout ça, c'est bien sûr toujours un peu dans le même style, c'est-à-dire que les apparences sont au premier plan, mais qu'en réalité, il y a toujours des choses derrière les choses, et que c'est justement ça qui est intéressant à mettre en jeu autour de la table. Et puis, après ça, ils vont tout simplement détailler plusieurs châteaux. Alors, je me demande s'il n'y en a pas un par clan. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup. Voilà, vous avez le château des derniers soupirs, avec à chaque fois le plan qui va bien, vous voyez, pour le maître de jeu, où on vous explique un peu les attraits, les phénomènes qui se déroulent dans ce château. Nous avons ensuite le palais Ida. Nous avons le Shirokandai, Shirokitsuki, le palais des sept plis, à chaque fois le même déroulement, Kyuden Asako, donc des hauts lieux, Kyuden Shika, Kyuden Doji, le fameux. Puis on arrive enfin au clan de la grue, car dans ce supplément, vous savez que dans chaque supplément, il y a une thématique, donc là en l'occurrence les places fortes de Rokugan, et puis il y a également un clan majeur qui est un peu revu par le détail, et où en fait les auteurs ont développé tous les thèmes basiques, et chacune des familles est vraiment détaillée. Beaucoup plus que dans le simple livre de règles, dont son nom l'indique, c'est un livre de règles. Donc pour tout le fluff, il faut vraiment se référer à ça. Alors c'est un petit peu dommage dans la mesure où nous, en plus avec la VF, on est obligé d'attendre, ça sort progressivement, et du coup, là où nous en sommes, vraiment, le clan de la grue, voilà, il est parfaitement détaillé. Si vous avez des joueurs d'un clan qui est pas encore, dont le supplément n'est pas encore sorti, c'est un peu plus difficile de rentrer vraiment dans l'interprétation. Donc vous avez un petit peu tout ce qui se rapporte à ce clan, et puis après ils prennent les familles une par une, Doji, Kakita, Daidoji, etc.
à Saïna. Et là, du coup, vous avez de plus en plus de détails, hein. La granularité se trouve vraiment renforcée. Et comme c'est un jeu quand même très simulationniste, c'est clairement quelque chose qui manque au départ et qui est fondamental pour pouvoir vraiment développer une partie avec toute la saveur qu'on souhaite. Puis vous avez un petit speech sur les terres du clan de la Grue, avec une fois de plus une superbe carte, voilà, détaillée. La forêt du chat, le fleuve du moine aveugle, Musumemoa, le village de la fille. Puis ensuite, on va vous parler des maîtres de la cour, faveur impériale, triée sur le volet, la bénédiction de l'empereur, enfin tout un tas de détails qui manquent. Et puis le pendant de l'autre côté, les ombres de la cour, c'est-à-dire tout ce qui va se tramer un peu derrière les choses et qui est au départ dissimulé. Enfin, on arrive au deuxième gros chapitre, guerre de mots et sombre stratagème. Voilà, guerre de mots et sombre stratagème. Et là, on a le clan mineur du cerf qui est parfaitement détaillé. On en apprend un peu plus sur ce clan, sur les terres où il réside, sur un petit peu les enjeux pour ce clan, sur ses relations avec chacun des clans majeurs. Toujours des petits encarts avec des idées d'aventure. De nouvelles écoles. Alors là, les nouvelles écoles, on pourrait croire que, parce que c'est dans ce chapitre-là où il y a ce clan mineur détaillé, il n'y a pas que des écoles réservées aux clans mineurs ou même aux clans majeurs dans un supplément. Vous avez des écoles, c'est un petit peu ouvert. Par exemple, là, vous avez une école Bayushi. C'est une école de shinobi. Là, vous avez, je crois, de mémoire, beaucoup d'écoles de shinobi. Vous avez l'école d'espions d'Eidoji, l'école de fonctionnaires doji, ça c'est les courtisans. L'école sombre Ikoma, courtisans shinobi. Formation de mercenaires, ninja shinobi. École d'artistes Shiba, artisans. École d'entremetteurs Shika, courtisans Shugenja. École de lanciers d'encens, ça c'est Shika, c'est le clan du cerf. École de chroniqueurs Togashi, courtisans moines. Ensuite, vous avez des petits ajouts en termes des nouveaux avantages et des nouveaux désavantages, dans lesquels vos joueurs vont pouvoir aller piocher. Apparence inoffensive, relation à une ville. Puis vous avez une nouvelle table d'héritage des samouraïs, dans lesquels vos joueurs vont pouvoir aller piocher. De nouveaux équipements, ça c'est toujours bien aussi. Hein, encore une fois, comme on est dans un jeu assez simulationniste, les petits détails ont leur importance. Notamment, là, il y a du matériel pour les shinobi, des armes de shinobi, de nouveaux sables ninjato, le shinobi katana, voilà, des cordes avec grappin. Et enfin, des nouvelles techniques, des katas de combat rapproché, le ninjutsu, qui est quand même, voilà, de nouveaux rituels, de nouveaux shuji de l'air, shuji de la terre, shuji du feu, shuji de l'eau. Enfin, on a un chapitre qui va permettre d'aiguiller un petit peu le maître de jeu pour mener des campagnes dans le style sur la thématique de la cour d'hiver. Je l'ai lu, c'est très intéressant, hein, pour moi qui suis novice là-dedans. C'est clair que ça aide bien, ça permet vraiment de mieux comprendre les choses pour pouvoir les mettre en scène correctement. On vous explique également comment introduire des PJ shinobi. C'est pas toujours évident si un de vos PJ veut jouer les shinobi. On a quelques comment dirais-je, PNJ en fait, hein, les Kenshin-zen, hein, qui sont en fait des duellistes vivants parmi les plus réputés de Turokugan, et qui agissent au sein de la tradition de l'école Kakita, négociateur estimé, homme de main redouté, étudiant au palais des sept plis, champion de la cour d'hiver. Vous avez également de nouveaux tableaux pour la dépense des aubaines dans le cadre des campagnes à la cour d'hiver, donc ça c'est bien aussi,
parce que ça, c'est vrai que c'est assez délicat toujours pour les joueurs de choisir leurs aubaines, etc. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on attendait, qui est franchement important. Et puis, vous avez les préceptes du Bushido. Là, il y a un gros focus sur la courtoisie, où on vous explique qu'est-ce que la courtoisie, qu'est-ce que l'étiquette, le protocole, les transgressions légères et les menus sacrifices. Voilà, ça débouche après sur autre chose, c'est comment développer des liens entre les joueurs. Ça aussi, ça pouvait manquer, parce que c'est clair que c'est un jeu où les interactions sociales sont vraiment au centre du gameplay, au centre de la partie. Donc là, vous avez des mécaniques pour rendre les liens intéressants. Alors ça peut être un lien familial, un lien d'amitié, un lien de rivalité, de haine, etc. Et après, un petit guide pour créer en 7 étapes une petite cour d'hiver. J'ai pas encore testé. Ça peut être intéressant. Enfin, développer les motivations des PNJ à travers leurs besoins. Voilà, c'est encore des petits ajouts comme ça qui sont, enfin, qui amènent beaucoup de richesse, et surtout qui sont, j'aurais presque envie de dire, indispensables pour les maîtres de jeu, parce que c'est vrai que sinon on a du mal à embrasser tous les concepts de ce jeu, qui est quand même assez velu en termes de choses à maîtriser, à mettre en scène correctement. Donc le nouveau supplément, je vous le rappelle, donc les cours de pierre. Avec ce supplément, il faut savoir qu'il est sorti, comme à chaque fois, un scénario qui s'appelle L'étreinte de l'hiver, qui est bien évidemment, vous l'aurez compris, un scénario qui met en scène une cour d'hiver. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense que je ferai des vidéos sur les scénarios parus. Autant je suis parfaitement enthousiaste et dithyrambique en ce qui concerne les suppléments, autant je suis un peu plus partagé en ce qui concerne les scénarios, mais j'aurai l'occasion, comme je vous le disais, de vous expliquer pourquoi dans les vidéos concernant les scénarios, hein. Sachant que de toute façon, ça a toujours été un peu le problème des scénarios que moi j'appelle le scénario du commerce, des scénarios préécrits. C'est que en fait on est loin, très souvent on est très loin quand même d'avoir du clé en main, et ça nécessite beaucoup de travail pour le maître de jeu, pour que le maître de jeu parvienne à se les approprier, à en faire quelque chose d'intéressant, à gommer un peu les défauts, développer les choses que lui veut voir développer à sa table au travers du scénario. Et finalement, c'est un travail qui est pas forcément plus facile que d'écrire soi-même son scénario. Hein, moi, si j'en suis venu à préférer faire jouer des scénarios que j'ai écrits, c'est d'une part parce que, bien sûr, c'est un plaisir pour moi d'écrire mes scénarios, et puis c'est une envie aussi de raconter mes propres histoires, mais aussi parce que ça me semble plus simple que de prédigérer des éléments, les faire maturer et comprendre les tenants, les aboutissants, et ensuite les passer à votre propre moulinette en faisant des ajouts, etc. Finalement, je préfère créer, voilà. Alors ce que j'aime bien, c'est prendre des éléments, mais finalement, des fois, ça peut aller plus vite de prendre juste, voilà, des petits éléments, et après de faire, en ce qui concerne l'histoire, moi j'aime bien déjà mettre les joueurs en situation, et puis l'histoire, après, elle naît aussi par les décisions et la narration des joueurs. Je trouve ça plus ouvert et plus intéressant, un peu moins jeu vidéo, un peu plus jeu de rôle justement, que de suivre une trame de scénario, ce qui implique toujours un railrodage qui peut faire un peu factice par moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.